Adama Gaye, qui est un expert africain et spécialiste dans le domaine du pétrole et du gaz. Adama Gaye est chroniqueur régulier également, notamment pour le journal du Parti communiste chinois. Adama Gaye, nous vous remercions d'avoir accepté cet entretien. Alors, on vous connaît comme un spécialiste de la Chine. Qu'est-ce qui a été à la base de votre intérêt pour ce grand pays? Écoutez, moi je crois que la Chine, c'est un sujet qui m'a rattrapé par le plus pur des accidents intellectuels survenus dans ma vie. Dans ma jeunesse, j'entendais beaucoup parler de la Chine maoïste, le maoïsme, le marxisme-léninisme, qui avait défini beaucoup de vies de jeunes de ma génération dans les années 1970. Je n'étais pas particulièrement collé à ça à l'époque. De sorte que quand mes amis d'université discutaient de ça avec des références sur le discours de Mao ou les grands acteurs du communisme, j'étais un peu hors sujet. Seulement, j'en connaissais quelques bribes. Et ce que j'avais retenu du programme de terminale, qui faisait que parmi les sujets étudiés, les pays qui étaient étudiés, il y en avait au moins 5, dont 2 grandes puissances, et la Chine fut à l'époque l'un des pays que nous avions étudié en classe de terminale. La Chine, la Russie, je crois, et les États-Unis. Et 2 pays africains. Donc j'avais que cet intérêt un peu marginal par rapport à la Chine. Seulement, je me retrouve en 2003 à l'université d'Oxford, au collège Saint-Anthony's, qui est l'un des grands collèges de relations internationales de l'université d'Oxford. Et tous les soirs, en marge des cours que nous suivions, le collège organisait des conférences sur des sujets de l'heure. Par exemple, 2003, nous avons eu Adams Robert, qui est le plus grand connaisseur, je crois, intellectuel des Nations Unies, qui est venu nous faire une présentation sur la guerre de l'Irak qui se présentait. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'un soir, un universitaire venu des États-Unis, un Chinois mais américain, a fait une présentation sur la Chine. Quand je l'ai écouté, j'ai été tellement impressionné par la stratégie de la Chine que je me suis dit, mais ce serait une grave erreur de ne pas tenter de comprendre ce pays et le rôle qu'il allait jouer. C'est à partir de ce moment que mon intérêt personnel vis-à-vis de la Chine a commencé à se développer. Et quelle a été la prochaine étape? La prochaine étape fut, à mon retour au Sénégal, de tenter de partager un peu ce que j'avais appris sur la Chine. Et donc, à cette occasion, par le fait du hasard, je propose au magazine qui existait à l'époque, le Nouvel Horizon, la publication d'un texte sous la rubrique que je leur avais proposée par invitation spéciale. C'est une rubrique qui m'avait frappé et qui existait dans le magazine The Economist, qui est le grand journal libéral britannique hebdomadaire, et qui, de temps à autre, invite une personnalité connue et reconnue à faire un point de vue par invitation spéciale sur un sujet déterminé, un sujet de son choix. Donc, quand j'ai proposé à Nouvel Horizon que la rubrique soit intitulée par invitation spéciale, que son accord ait été donné, j'ai écrit ce texte en disant « Qui a perdu la Chine ?» J'ai écrit « Qui a perdu la Chine ?» parce que le Sénégal avait rompu ses relations diplomatiques en 1996 avec la Chine. Et je me suis dit, mais attention, de la même manière que le Sénégal a perdu la Chine, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient un grand débat qu'ils appelaient « Qui a perdu la Chine ?» Parce que les États-Unis avaient jugé par erreur les Chinois qui avaient gagné la guerre civile en 1949, les communistes contre les nationalistes de Chiang Kai-shek, c'est les maoïstes qui avaient gagné cette guerre. Et donc, les États-Unis, au départ, voulaient avoir une relation normalisée avec la Chine, mais du fait du déclenchement de la guerre de Corée en 1950, le président Truman déclare la question de Taïwan est à déterminer, alors qu'il avait considéré que Taïwan appartenait à la Chine continentale de Mao Zedong qui avait gagné la guerre civile. Ce retour en arrière de Truman, du fait de la guerre de Corée dans laquelle la Chine s'était impliquée et
les États-Unis aussi, les États-Unis avec la Corée du Sud, la Chine avec la Corée du Nord de Kim Il-sung, cela a entraîné une rupture et les États-Unis ont perdu la Chine. Le débat a été lancé aux États-Unis et les gens ont dit, si nous avions regardé bien, on aurait compris que les Chinois qui avaient gagné la guerre civile étaient non pas des communistes, mais des nationalistes. Du fait de l'attitude qui avait amené les États-Unis à placer la Chine dans la perspective de l'endiguement du communisme pour contrer la montée de l'ex-Union soviétique, cela a fait que pendant longtemps, jusqu'en 1979, les relations entre la Chine et les États-Unis étaient coupées. 30 ans de césure dans ces relations. Dans le cas du Sénégal, 1996, le même problème se produit. Pour de l'argent, quelques personnes sont allées parler avec les Taïwanais. On leur a donné près de 6 millions de dollars et ils ont décidé, n'est-ce pas, convaincu le régime de Abdou Diouf de couper, de reconnaître Taïwan. Naturellement, comme la Chine continentale a une règle d'or qui est la politique d'une seule Chine, et la deuxième problématique, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, même si là, c'est pas toujours respecté. Mais au moins sur la question d'une seule Chine, incluant Taïwan, c'est pas négociable. Et le fait que le Sénégal ait reconnu Taïwan en 1996, ça a entraîné la rupture. Et je me suis posé donc cette question dans Nouvel Horizon en disant qui a perdu la Chine. Et à partir de ça, j'ai été invité par les Taïwanais, j'ai décliné cette invitation. Et j'ai décliné. Tout le monde y allait pour de l'argent. Moi, j'ai dit non, parce que ma position ne correspondait pas à ce que vous voulez. Moi, j'estime que Taïwan fait partie des héritages négatifs de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et que Taïwan est une entité chinoise. Quelle que soit sa puissance aujourd'hui, ça reste, à mon avis, une part de la Chine. Alors, après, les Chinois de Pékin m'ont invité et je suis allé à Pékin. À mon retour, avec les informations que j'ai rassemblées, ce que j'ai vu, ce que j'avais appris à Oxford, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un livre? Et c'est ainsi que j'ai fait cet ouvrage-là. Vous avez écrit Chine-Afrique, le dragon et le prix aux éditions L'Harmattan. Oui, c'est sur cette base-là. C'est que, vous savez, l'appétit vient en mangeant. Ce que j'avais appris conceptuellement, la position intellectuelle qui était la mienne par rapport à la question chinoise, que je considérais identique à ce que l'on a appelé à un moment donné la question allemande avant la réunification des deux Allemagnes en 1990, comme la question des deux Chypres, comme la question des deux Corées. J'ai estimé donc que les deux Chines devaient être réunies sous une même bannière qui est Pékin, parce que si les Chinois nationalistes avaient continué, de Mao Zedong avaient continué la guerre en poursuivant Chiang Kai-shek, je crois qu'ils auraient réglé cette question-là. Et enfin, mon observation sur le terrain, mes rencontres, les questions que j'ai posées, ça m'a permis de voir, attention, sous le radar, oublié de l'Afrique, était en train d'émerger non pas une Chine idéologique, mais une Chine superpuissance économique. Et j'ai voulu parler de cette réalité-là, qui m'éloignait un peu de cette idéologie d'enfance dont j'entendais parler, portée en flambeau par des maoïstes connus chez nous comme Landing Savané et les gens de sa génération. Et c'est ça la base véritablement de cet ouvrage qui décrit la montée en puissance de la Chine au moment où l'Afrique était en train de traîner, alors que les deux, en 1949, 1950, 1960, étaient à la limite sur un pied d'égalité. En tout cas, ça, c'est un rappel historique très intéressant, étant donné que le président Xi Jinping est attendu ici autour de 20 juillet. Donc, ça permet aux gens, n'est-ce pas, de reprendre contact avec l'histoire par rapport à la Chine. Alors, nous avons avancé et nous allons cette fois-ci parler de la coopération entre la Chine et le Sénégal depuis que les relations ont repris sous l'ère du président Wade. Est-ce que cette coopération aujourd'hui, elle est équilibrée? Est-ce qu'elle est gagnant-gagnant de part et d'autre? Écoutez, d'abord, sur le principe, il fallait que cette relation reprenne. Parce que la Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants, c'est 21% de la population mondiale, c'est la première puissance économique du 21e siècle, c'est une force dont on ne peut pas se détourner, c'est évident. Alors, pour ce qui est de la coopération, il faut savoir que les relations ont été reprises le 25 octobre 2005. Ce n'est pas un hasard. La Chine a tendance à choisir ses dates selon des événements importants de son histoire.
Or, c'est le 25 octobre 1971 que grâce à l'Afrique, la Chine a repris son siège à l'Assemblée générale des Nations unies et a pu évincer Taïwan qui occupait ce siège après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, donc, c'est hautement symbolique, d'une part. La deuxième symbolique, c'est que les Chinois de Pékin, en revenant, ont dit aux Sénégalais, nous allons reprendre les projets que les Taïwanais voulaient faire chez vous. Déjà, il y a donc ces investissements depuis lors faits par la Chine. C'est une diplomatie, j'allais dire, politique et culturelle. La date du 25 octobre est symbolique et les projets culturels, on les a vus, le centre culturel, le Grand Théâtre, aujourd'hui le musée des civilisations, probablement que le président va inaugurer. Vous avez également le club de la presse. Tout ça, c'était pratiquement des projets que Taïwan voulait faire. La Chine continentale a repris ça. J'ajoute à cela le fait que, du fait de ses ressources financières importantes, la Chine a pu financer beaucoup de projets d'infrastructures ces dernières années et a pu donc bousculer les entreprises occidentales qui étaient en place, qui occupaient le terrain. C'est ainsi que, donc vous avez l'autoroute Ila-Touba, vous avez le Grand Théâtre, mais ça c'est un projet culturel, mais les infrastructures routières, les chemins de fer, les autoroutes, vous allez voir progressivement les centrales électriques. Dans ces domaines-là, les Chinois ont les moyens d'intervenir. Ils viennent à des coûts moins-disants et il y a une plus grande rapidité dans la production de ces infrastructures-là, même si elles ne sont pas forcément très solides dans la durée. Et que, notamment dans le cas de Ila-Touba, il y a des surfacturations qui dépassent les limites. Parce que d'après ce que je crois comprendre, au lieu de 400 milliards de dollars, ça n'a pu coûter que quelques 90 à 100 milliards de dollars. 100 milliards CFA, pardon. Alors, ce qui est très, très grave, n'est-ce pas? Est-ce que le président chinois le sait? Je ne le crois pas. Le président chinois mène une campagne de lutte contre la corruption. Il a fait arrêter des milliers de personnes impliquées dans la corruption, même si certains pensent que c'est pour évincer des ennemis. Est-ce que le président chinois serait content de savoir que des entreprises chinoises viennent au Sénégal et se mettent de mèche avec des acteurs locaux pour gonfler les prix au détriment du peuple sénégalais? Je crois que cela ne lui ferait pas plaisir. Comment vous avez essayé d'attirer son attention dans votre dernier article où vous disiez Xi Jinping et Ila-Touba, où vous disiez par exemple il faut que le président chinois, dont nous saluons la venue, sache où il met le pied. Il ne doit pas s'aligner le peuple sénégalais en s'acoquinant avec des voleurs qui rendront compte dès que le cycle électoral aura vite chassé, les aura chassés de leur poursuite devenue une poursuite. Je pense que vous essayez d'attirer son attention. Absolument. Je pense que c'est très bien que le président chinois vienne ici. Sur la carte diplomatique du Sénégal, c'est une bonne chose que le monde sache que des responsables du monde entier viennent au Sénégal. C'est le cas du président Obama, c'est le cas du président Bush, c'est le cas de Macron. Et c'est excellent. Et ce serait bien un jour que la chancelière allemande, Madame Merkel, vienne ici, que le président ou premier ministre indien Modi qui vienne ici, que le président chinois, à la tête donc du pays considéré comme la première puissance économique, en tout cas en termes de parité de pouvoir d'achat, que ce président-là vienne ici, c'est une très bonne chose. Je crois qu'il faut s'en féliciter. Mais une relation, pour qu'elle soit pérenne, durable et profonde, il faut qu'elle soit bâtie sur du solide, sur un socle de crédibilité. Or, quand il y a des prédateurs qui viennent profiter de la faiblesse de nos États pour corrompre des officiels qui sont ici ponctuellement par la grâce de la démocratie, ce n'est pas avec ça que dans la durée, la Chine peut avoir la qualité de relations stratégiques qu'elle cherche à avoir avec le continent africain. J'ajouterai à cet égard que ceux qui avaient vendu la relation entre le Sénégal et la Chine pour aller à Taïwan, ce sont les mêmes qui sont ici. C'est Macky Sall. On le soupçonne d'avoir pris 7 milliards de francs de Taïwan. Et jusqu'à présent, cette somme n'est pas validée. Mais c'est très grave parce que c'était une volonté de montrer qu'il est intéressé par Taïwan, non par la Chine continentale.
C'est d'autres agents du secteur privé sénégalais, je ne vais pas citer des noms, mais il y en a qu'on soupçonne d'avoir vendu la relation. Ça, c'est connu, c'est documenté pratiquement. Et donc, je pense il est impératif que cette information remonte à l'oreille du président chinois. La bonne nouvelle concernant la Chine aujourd'hui, c'est que dans la stratégie chinoise, ce n'est pas seulement la diplomatie classique qui informe. C'est pas seulement l'ambassadeur qui informe. Il y a dans les ambassades les services, non pas de renseignement, mais de l'organisation du Parti communiste chinois qui ont une plus grande importance même que les diplomates. Et donc, qui sont chargés de faire remonter l'information, même celle qui peut permettre au président chinois de commencer à se dire attention, je ne dois pas prêter le flanc, je ne dois pas apparaître comme quelqu'un qui cautionne un régime qui est rejeté par le peuple sénégalais, parce que la pérennité des relations est plus importante, n'est-ce pas, que quelques projets routiers, autoroutiers ramassés et que quelques personnes puissent s'enrichir ici et là. Il faut bâtir quelque chose de stratégique dans la durée. Alors, est-ce que dans l'ensemble, les projets que propose le Sénégal à la Chine pour les financer, ils sont pertinents? Mais écoutez, les projets, ils sont bons parce que dans nos pays, tout est à faire. Il y a des besoins en tout. Les gens ont besoin d'écoles, les gens ont besoin de routes, les gens ont besoin d'hôpitaux, ils ont besoin d'avions, ils ont besoin de gares, ils ont besoin de chemins de fer, ils ont besoin de tout ce que vous pouvez imaginer, d'universités, tout, n'est-ce pas? Même de médias, de services Internet, on a besoin de tout. La révolution du numérique, on a besoin de tout cela. Là n'est pas la question. La question est de dire, est-ce que les projets qui sont faits sont des projets faits de façon qu'ils reflètent une certaine qualité pour pouvoir être durables, d'une part. D'autre part, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais « value for money », la valeur de ce que nous achetons, est-ce que ça correspond à l'argent que nous avons déployé? Donc, les projets surfacturés dans des pays où, même dans des structures de surveillance des marchés publics, vous avez des gens qui sont des corrompus, dans des grandes agences Agirut et autres, vous avez des vendus qui sont là, qui sont prêts à prendre l'argent pour distribuer au pouvoir en place. Ça, c'est très grave. Il est important que le président chinois sache cela. Et j'ajouterai une chose. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Mais j'avais vu quelque chose de remarquable chez les Chinois. Ils avaient commencé à faire une diplomatie populaire. Ils commençaient à rencontrer les gens, consistant à rencontrer les gens. Moi, je faisais partie des gens qui étaient parfois invités à la table de l'ambassadeur, avec d'autres Sénégalais assez représentatifs de la société. Oui. Voilà. Et je crois que le président chinois se devrait de garder et amplifier cela. Qu'on ne le voit pas seulement avec les gens au pouvoir. Parce que la diplomatie chinoise, pendant longtemps, a été bâtie sur la centralité de l'État. Or, l'État au XXIe siècle, l'État-nation, est en train, n'est-ce pas, de disparaître du fait de ces nouvelles forces asymétriques intellectuelles qui peuvent peser sur le cours des choses. Je crois qu'il a intérêt à parler avec les gens qui sont des amis durables de la Chine, pas des amis ponctuels, pas des gens qui sont mus par l'argent. La force de la Chine pendant longtemps, c'est d'avoir été guidée par des savants, des hommes de savoir, des mandarins, qui étaient connus pour ce qu'ils savaient leurs lettres, n'est-ce pas? Il faudrait que la Chine remette, n'est-ce pas, cette dimension de noblesse dans les relations, au lieu que ces relations soient encadrées par cette forme de mercantilisme financier qui fait que ce sont seulement ceux qui sont prêts à vendre leur pays qui se mettent en avant. Dans la durée, ce n'est pas l'intérêt de la Chine.